d'une hiérarchie sociale constitue le premier moyen d'organiser nos tribus humaines. Le second étant le choix d'un territoire et notre installation sur celui-ci. Cette dernière mesure nous différencie de la plupart des autres primates. Elle est due au fait que nos ancêtres primitifs devaient revenir vers un endroit défini pour partager le produit de la chasse. Il leur fallait donc une demeure fixe, et cette demeure devait être défendue. Nous considérons aussi nos véhicules comme des territoires mobiles et quand ils sont agressés, nous les défendons avec une âpreté quasi primitive. I'm staying in this car. I'm staying with him. Right, no, I'm staying with him till he goes. I'm staying with him. Indépendamment du territoire familial, chacun de nous a son territoire personnel. Dans un vaste bureau, il peut se réduire à une simple table de travail, mais nous en revendiquons la propriété à l'aide de figurines enfantines parfois, mais en réalité ce sont des marques de territoire qui signifient « Je suis chez moi, ici, zone interdite ». Jusqu'où va l'efficacité de ces marques territoriales? Tentons une expérience. Nous avons placé un vêtement sur un banc. Observons pendant combien de temps sa présence va interdire l'accès à cet emplacement. La scène, passée en accéléré, a duré 2 heures. À l'instar des autres espèces, notre espace personnel semble délimité par un bouclier invisible qui nous protège en nous maintenant à distance les uns des autres. Où que nous regardions, les gens sont disposés à des intervalles réguliers comme s'ils obéissaient à une loi spatiale tacitement admise. De nos jours, l'espace personnel est devenu une denrée rarissime. Témoin, cet hôtel capsule à Tokyo où chaque client se glisse dans une chambre à peine plus grande que son ultime territoire, le cercueil. Par contraste, cette suite de Las Vegas permet aux grands de ce monde d'afficher leur rang social. L'ampleur de l'espace vital a son importance, mais son impact sur le tissu relationnel n'est pas négligeable non plus. Où que nous allions, nous délimitons notre territoire, même momentanément. Ici, au beau milieu d'un champ plein de voitures, nous avons fixé nos repères. Et par la magie de l'imagination, nous nous sentons aussi à l'aise que dans notre propre salle à manger.
Il arrive que nous soyons soucieux de protéger la pérennité d'un territoire, même provisoire. Au Japon, à l'époque de la floraison des cerisiers, bien des gens abandonnent leur domicile pour venir s'installer sur un petit lopin de terre à leur marque, au milieu des jardins publics. Les cerisiers ne sont que le prétexte d'une invasion territoriale civilisée. Chaque groupe éprouve la sensation d'être à l'intérieur de son nid, même s'il est assis sur une couverture étalée sur le sol. On discute, on mange, on boit sous les arbres pendant des heures en appréciant le paysage. On a le souci du territoire et on s'efforce de le respecter. S'il arrive qu'une dispute éclate pour des raisons de territorialité, ce qui est extrêmement rare, l'ordre se rétablit sans tarder. Quand tout le monde est installé, on célèbre par le chant et la danse le plaisir d'appartenir à un groupe harmonieux. Ce rituel des cerisiers s'accomplit une fois par an. Ensuite, les petits groupes se dispersent et le parc retrouve son état normal. Certains groupes sont plus permanents. Dans les villes où sévissent des gangs, on constate un retour à une forme sauvage et primitive de la territorialité. Chaque bande exerce ses activités dans un domaine clairement défini et la discipline tribale est redoutable. Ici, dans un quartier sensible de Los Angeles, les murs des immeubles sont couverts de graffitis, qui sont en fait des signes de reconnaissance. Chaque bande précise ainsi son territoire qui non seulement doit être défendu, mais interdit aux bandes rivales. Les loups et les tigres marquaient leur espace vital par l'odeur. Les humains le marquent par la vue. Parmi ce fouillis de tags émerge une donnée saisie par tous les initiés et qui signifie « c'est notre territoire ». L'homme de la rue considère que c'est du vandalisme alors que les bandes savent décoder ce langage spécifique. Elles ont franchi les limites de la légalité, mais demeurent néanmoins soumises aux lois qu'elles ont elles-mêmes établies. Les bandes ont leur propre gestuelle, leur propre accoutrement, leur propre tatouage. 800 crimes de sang ont été imputés aux bandes l'année dernière, et elles demeurent en permanence sur le qui-vive, bien qu'elles paraissent exceptionnellement détendues à l'œil du passant anonyme. Du fait de l'importance majeure des graffitis en tant que marque territoriale, il devient extrêmement dangereux de les effacer. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment.
Un groupe d'artistes taggeurs est en train d'opérer sur les inscriptions d'une bande connue, ce qui risque de se terminer en tuerie quand elle s'en apercevra. Le coup de feu fait partie de la routine quotidienne parmi les gangs. L'animal humain est viscéralement attaché à son territoire et à sa tribu. Si les leaders de la société moderne sont incapables de répondre à ce besoin, ils encourent une explosion de violence de la part de ces exclus. Au-delà des territoires personnels, familiaux ou même tribaux, il existe un autre niveau dans l'organisation sociale, celui du territoire national. En parcourant les rues de New York, on peut voir les emblèmes, les symboles, les couleurs et les drapeaux qui attestent de la persistance des fidélités nationales. Quand une foule de même origine se rassemble quelque part et entonne son hymne national, la charge émotionnelle est intense pour ceux qui en font partie. Mais elle est ressentie comme une menace par ceux qui en sont écartés. En fait, vanter l'hégémonie d'une nation consiste à en affaiblir une autre. Quel est donc l'avenir du zoo humain? Comme nous l'avons constaté, il s'est peuplé d'une masse incroyablement dense après avoir renoncé à son habitat originel. Comment expliquer que l'animal humain puisse apprécier de vivre dans des taudis ou des tours gigantesques qui ont perdu leur âme? Des études antérieures sur d'autres espèces nous ont appris que la surpopulation était cause de stress et que le stress provoquait la défaillance du système immunitaire naturel. Le même processus s'applique à l'espèce humaine. Et à moins de réduire notre surpeuplement galopant, nous nous exposons à un déferlement de désastres et d'épidémies. Il y a 30 ans, 3 milliards d'habitants peuplaient la planète. Aujourd'hui, ce chiffre a presque doublé, ce qui signifie, pour certaines agglomérations, la congestion et le chaos. Alors pourquoi s'obstiner à vivre en ville? Pourquoi ne pas retourner à une existence plus simple dans un village comme celui-ci? Ce n'est pas la place qui manque, l'atmosphère est pure, nous y sommes à l'abri du stress, de la pollution et de la violence de la ville. Alors pourquoi y rester? Sans doute parce que nous avons le sentiment qu'en ville, tout est possible. La complexité toujours changeante de la ville nous fascine. Si nous savons nous y adapter, c'est un stimulant qui permet à notre génie créatif et à notre imagination de s'exprimer en toute liberté, même de façon complètement débridée. Au pire, nous risquons de raccourcir notre vie. Et au mieux, de la prolonger vers des sommets idylliques. La cité du futur sera soit un zoo humain débarrassé du stress, soit une réserve de chasse où l'homme sera le gibier. Le choix dépend de nous.